Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission En Aparté. Nous recevons aujourd'hui M. Fodé Sylla, ambassadeur itinérant de la République du Sénégal et ancien député européen. M. Sylla est aussi ancien président de SOS Racisme en France. En marge du festival Gnawa Musique du Monde, M. Sylla s'entretient avec Panoraport sur la question migratoire. Écoutez, je suis ce qu'on appelle un enfant issu d'immigration, ce qu'on désigne par un terme beaucoup plus pudique aujourd'hui en parlant de diaspora. Et je fais partie de ces enfants dont soit qui ont été adoptés comme moi ou dont les parents sont arrivés participer à la reconstruction de la France avec des liens très anciens. Certains sont là depuis la période des tirailleurs et d'autres encore rappellent une période douloureuse de l'histoire française, celle du commerce triangulaire. Alors pour ma part, je suis arrivé dans les années 70 à l'école primaire. J'ai grandi dans une petite ville en France à Sablé-sur-Sarthe. Je suis monté après. Je dis ça que c'est important dans un parcours parce que à Sablé-sur-Sarthe, j'ai eu la chance de grandir dans une ville où le premier maire avait était un noir. Il s'appelait Raphaël Élysée, il était d'origine antillaise. Et d'ailleurs, il a été déporté à Buchenwald. Il fait partie de ces étoiles noires aussi, et aussi de ces noirs qui ont été déportés par le nazisme en même temps qui déportait les juifs et les communistes. Et en arrivant à Paris, une école de préparation en sciences politiques, à ce moment-là, je suis tombé sur une bande d'étudiants exceptionnels qui étaient Julien Drey, Harlem Désir, Didier François, Bassirou Dieng et toutes leurs amies femmes, Sherazade Ouarem et bien d'autres, et qui ensemble avaient décidé de créer ce mouvement en France où des juifs, des arabes, des musulmans, des noirs et des blancs, ensemble, on a eu cette volonté, sous la bénédiction du président François Mitterrand, de créer SOS Racisme. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être au cabinet de son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, chargé à la fois de veiller sur la diaspora, donc sur nos compatriotes sénégalais qui sont à l'extérieur. On sait que le Sénégal et les Africains, le rapport aujourd'hui à la construction notamment de toute la partie du Valais du Sénégal, que ce soit en zone malienne ou sénégalaise ou même mauritanienne, est beaucoup plus importante que toutes les aides au développement. Donc je pense qu'y compris, c'est des questions qu'il faut rappeler parce que la façon dont on traite aujourd'hui ces migrants, c'est oublier que non seulement ils ont un double rôle qui est à la fois d'aider à la reconstruction de la France, non seulement à la période, on a versé notre sang durant la période des tirailleurs, mais un peu plus tard, je veux dire, les premières grandes usines françaises de construction automobile, c'était les migrants maghrébins. Ensuite, ça a été ce qui nettoie nos villes encore aujourd'hui, c'est beaucoup les travailleurs maliens, sénégalais, ce qui coûte très peu parce qu'eux, ils ne vont pas se soigner dans des grands hôpitaux et ne coûtent pas la sécurité sociale, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que souvent, ils se soignent comme ils peuvent, avec très peu de choses. Ils ne gaspillent pas des sommes si folles que ça dans les prestations sociales. Tout ça, ça fait partie des fantasmes. Et souvent, et en même temps, ils ont une double fonction qui est que dans les pays d'origine, c'est eux qui construisent des hôpitaux, des écoles, qui font des chantiers de solidarité. Et donc, je pense qu'il est important de rappeler leur rôle qu'a été à ces hommes, à ces femmes, qui sont aujourd'hui décriés, oubliés, et qui, en plus de tout ça, viennent se rajouter à ça le fait qu'ils sont ciblés par toutes les politiques aujourd'hui publiques menées dans les pays européens. On en fait vraiment les boucs émissaires de toutes les difficultés des populations et on pousse les Français pauvres à retourner leur colère contre ces migrants. Donc voilà un peu le parcours d'une vie entre la fois la défense des droits humains. J'ai eu la chance effectivement d'avoir été au Parlement européen et de continuer à porter la voix des minorités en Europe, de faire des résolutions sur les droits de l'homme en Afrique. J'étais vice-président des ACP, donc de se battre pour que dans les relations
économique, qu'il y ait un peu plus d'équité. Voilà. Et puis aujourd'hui, comme ambassadeur, donner une bonne image d'un pays qui se défend bien. La première chose, c'est que je pense que dans l'inconscient collectif, on essaie de gommer une partie de l'histoire de l'humanité. Quand je regarde, j'avais retrouvé un texte de 1902 en France à la bibliothèque de Marseille, sur lequel il faudrait que j'en mette la main d'ailleurs. Et si je vous lisais aujourd'hui ce texte, et si je ne disais pas de qui il s'agissait, les Italiens seraient les premiers surpris. Ils disaient, ils sont sales, ils puent l'huile d'olive, ils viennent emplir nos hôpitaux, il faut les taxer, il faut les empêcher de devenir français. Et tout ça, c'était dirigé contre les migrants et les immigrés italiens qui venaient en France, qu'on appelait de façon très violente et de façon méprisante les Rital. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qu'a été la traversée des Européens aux Amériques quand ils sont arrivés, les difficultés qu'ils ont eues à s'intégrer, comment est-ce que les guerres qu'ils ont dû mener entre les Français et les Anglais pour la conquête des pouvoirs, comment les violences qui sont exercées contre une partie des Irlandais, comment les Italiens eux-mêmes ont été vécus là-bas comme en Europe comme étant les pestiférés. Je pense qu'effectivement il y a aujourd'hui une sorte d'amnésie qui tendrait à faire oublier que ceux d'hier qui précisément étaient des migrants, ceux qui hier étaient montrés du doigt, ceux qui hier étaient pestiférés, sont ceux-là même aujourd'hui qui reproduisent ces mécanismes contre d'autres migrants. Ce qui veut dire qu'on n'inscrit pas cette question globalement des migrations dans l'histoire des populations humaines. La deuxième chose, c'est que les Européens se comportent sur cette question-là avec un tel mépris qu'ils finissent par oublier que la plupart des réfugiés, la plupart des migrants sont d'abord accueillis par les pays africains eux-mêmes et que la plupart des pays qui accueillent sont des pays en même temps qui sont parmi les plus pauvres de la planète. Et que donc, par rapport à des gens qui ont pillé économiquement des continents, qui s'en sont servis aussi comme des colonies de population, qui ont été chercher des ressources qui leur ont permis, pendant que les autres continuaient à creuser leurs recherches et les envoyer, et eux de se développer et de faire leur révolution industrielle et bien d'autres, et bien aujourd'hui je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude dans les relations qu'on a avec ces pays-là, à la fois où on rejette une partie de ce qu'a été sa propre histoire et de sa propre histoire civilisationnelle et de son histoire d'émigration. Quand on voit aujourd'hui les populations européennes telles qu'on s'est installées en Afrique, les statuts qu'ont ces populations-là, à tous ces populistes, à tous ces gens dont je pense que sur le fond ils sont en train de faire un nouvel Anschluss, qu'on parte de ceux qu'on retrouvait dans dans l'Autriche actuelle jusqu'en Italie et de ces différentes ligues aujourd'hui, en passant par tous ces relents de mouvements d'extrême droite, y compris dans les pays nordiques qu'on pensait jusqu'à présent plutôt égalitaires par rapport à leurs citoyens, mais dès qu'il s'agit des migrants ou les mouvements xénophobes politiques finissent par avoir des chiffrages sur aussi cette question des migrants, eh bien je pense que non seulement il y a cette forme de refus de reconnaître ce qu'est les mouvements civilisationnels des populations qui se déplacent et des gens qui vont, ne serait-ce que parce que d'abord l'humanité veut qu'on avance, qu'on bouge, parce qu'on va vers le métissage. Quand on regarde la place de ces populations européennes en Afrique, les positions qu'elles ont acquises, il y a un moment où on a envie de dire, vous savez, peut-être qu'on pourrait aussi commencer à s'asseoir autour d'une table en disant finalement chacun garde ses migrants. Je veux même aller plus loin. Et j'étais président des SOS Racisme en France et j'ai essayé d'étudier durant toutes ces années les registres sur lesquels jouent les mouvements xénophobes et populistes. Et c'est souvent lors de la nostalgie. C'est quand on était entre blancs, entre catholiques, grosso modo on était très bien ensemble. Imaginez aujourd'hui si moi je décidais de développer un mouvement qui dirait finalement dans un temps mythique où nous avions nos royaumes, nos plaines, nos grandes terres africaines avec toutes les richesses parce que nous restons le continent le plus riche de la planète avec les gens les plus pauvres. Imaginez aujourd'hui si nous on se retrouvait entre nous et si on commençait à exclure tout ce qui était apport extérieur. Vous imaginez les dégâts que ça ferait, vous imaginez les arguments
que je pourrais mettre en ma faveur pour développer des mouvements xénophobes contre les Blancs, etc. Je ne le ferai pas, moi. Parce que je pense que j'ai une autre idée du vivre ensemble et de bâtir une civilisation universelle. Parce que moi, je suis issu d'un pays dont le président était un poète, un intellectuel, qui parlait de civilisation universelle, qui prenait la négritude, mais qui l'ouvrait comme une identité plurielle et ouverte, et qui versait plutôt tout ça à la civilisation universelle, et sa pensée et sa poésie nous rassemblaient. Et aujourd'hui, je vois voilà, que toute une série de mouvements xénophobes oublient que des relents xénophobes et des retombées sur parce que moi je suis un binational aussi, et je suis un Français aussi installé en Afrique. Et ben, aujourd'hui, toutes ces actions-là pourraient aussi un jour, et faisant attention, se retourner contre aussi les Français et contre les Européens qui sont installés en Afrique. Et donc, vous savez, tous les actes qu'on fait ont des conséquences. Et le discours qu'on développe aujourd'hui contre les migrants, eh ben, ils peuvent aussi avoir des conséquences par rapport aux ressortissants européens qui sont installés dans les pays, notamment africains, et dans les pays où il y a des réfugiés. Et enfin, sur la question d'avoir introduit la responsabilité des Européens, une confusion totale dans les débats entre ce qui est d'une part des réfugiés politiques, ce qui est des réfugiés économiques, et ce qui conviendrait aujourd'hui d'appeler des réfugiés climatiques. Les conséquences des pays qui ne sont pas développés, ils ont beaucoup moins pollué la planète, mais ils en subissent beaucoup plus les effets. L'érosion côtière aujourd'hui, c'est en Afrique. L'avancée aujourd'hui des déserts, c'est en Afrique. Aujourd'hui, les lacs qui disparaissent, comme le lac Tchad, c'est en Afrique. Et pourtant, ça continue, comme au Congo, à être un ou deuxième plus gros poumon de l'humanité après l'Amazonie, c'est le Congo. Eh bien, malgré qu'on ait ces richesses, malgré que nous fassions nous subissions les premières conséquences de ceux qui ont pollué, donc qui ont pollué la planète, donc qui ont accéléré ces phénomènes climatiques, eh bien, les gens qui, par exemple, à cause du fait que les forêts sont moins nombreux, sont obligés de quitter les forêts, viennent remplir les bidonvilles des faubourgs, des grandes villes, et qui ensuite veulent partir vers l'étranger, c'est les conséquences directes des exploitations que nous avons fait à la fois du sol africain, à la fois des réchauffements climatiques pour le développement de ces pays du Nord. Et donc on voudrait d'un seul coup ne pas prendre en compte que les conséquences que nous avons eues dans notre développement n'auraient pas quelque part de répercussions sur les populations qui vivraient ça. Donc c'est pas sérieux, et ne pas prendre ça en compte déjà, c'est un premier phénomène, c'est qu'une partie de notre paupérisation est liée au réchauffement climatique et donc la responsabilité des pays du Nord. La deuxième chose, c'est que dans notre propre constitution en Europe, sur la question des réfugiés politiques, il est arrivé dans notre période de notre histoire que nous ayons besoin de des chartes qui défendaient des personnes qui étaient exclues à cause des violences politiques, etc. Le général de Gaulle lui-même a bénéficié du droit d'asile lorsqu'il a fallu qu'il aille s'installer en Angleterre pour faire préparer l'offensive contre le régime nazi, contre le Troisième Reich. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui, de cette histoire-là, on a accueilli comme ça des réfugiés qui venaient des dictatures d'Amérique latine, et c'est tout à notre honneur. Et pourquoi est-ce que ces combats que nous avons menés pour l'émancipation, pour la liberté, pour la démocratie, ils auront un sens quand ce serait de Gaulle qui irait se réfugier en Angleterre, et d'un seul coup, quand ce serait un réfugié soudanais, quand ce serait un réfugié qui viendrait de notre partie du globe, d'un pays du Golfe, d'un pays arabe, d'un pays... et d'un seul coup, ça aurait moins de sens, non. On s'est mis d'accord sur des conventions internationales, précisément, pour pouvoir dire que ça dépasse, ça c'est un cadre à part. Et en Europe, ce qui est en plus très étonnant, c'est qu'un pays comme l'Allemagne, lucide, est capable d'un seul coup, et ça c'est aussi cette grande différence des politiques publiques où on se renvoie la balle, et non encore récemment sur l'histoire de la Corée russe, c'est qu'à la fois on a la capacité en Allemagne d'accueillir 1 million de réfugiés, et que la France, qui doit en accueillir quelques milliers, ne tient pas son compte. Pourquoi est-ce que géographiquement, dans une même zone géographique, dans une même histoire européenne à peu près identique, même si on peut dire que la réflexion de gens qui portent en Allemagne pour dire « nous pensons que nos populations vieillissent », comme les Françaises, comme les Espagnols, comme les Nordiques,
et que donc il va falloir penser à ce qu'il y ait une génération qui vienne un jour nous aider, y compris à payer nos propres retraites. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et avoir des forces vives et pouvoir faire qu'il y ait nos universités, avoir plus de jeunes, avoir plus de recherche, avoir plus d'intelligence. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'Allemagne pourrait, elle, le faire, et l'Allemagne pourrait s'en enorgueillir même, et que dans les pays à côté, qui a une histoire identique, elle n'arriverait pas à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, j'ai été député européen, donc très concrètement, je peux le dire, il y a un manque d'une vision européenne globale. Lorsque, par exemple, on prend la question de la façon dont les visas ont été mis en place, lorsqu'un jeune qui a aujourd'hui 20-25 ans, avec toute la traversée qu'il a connue, de traverser un bateau, d'être aux mains des passeurs, d'être dans cette indifférence, lorsqu'il arrive dans un pays européen, eh bien, vu qu'il y a la question des visas qui est posée, il n'en sort plus. Finalement, on s'aperçoit que paradoxalement, ce qu'on considère comme étant un frein et qui en réalité ne fait qu'amasser des populations dans les mêmes endroits, peut-être qu'un jour, il conviendrait de réfléchir à la question des visas. Je suis persuadé, moi, que s'il n'y avait pas de visa, un jeune qui, après avoir fait toutes ces traversées-là, eh bien, il n'aurait pas eu besoin de s'installer dans un endroit. S'il vient et sent que les conditions ne sont pas bonnes, il a été capable de faire 5-6 000, il irait peut-être ailleurs, et il irait jusqu'à l'endroit dans lequel qui serait le plus, où la situation serait la plus propice, aussi bien au niveau du marché de l'emploi que de son environnement pour pouvoir s'y installer ou s'y serait plus accepté. Donc je pense que tant qu'on restera dans une vision de pays à pays, où par contre pour se mettre d'accord sur comment dessiner une politique commune, économique d'échange avec les pays africains, là on est d'accord. Pour se mettre d'accord sur des politiques de répression, on est d'accord. Pour se mettre d'accord pour dire aux pays africains, gardez vos migrants, on est d'accord. Là, on arrive à se mettre d'accord, on signe rapidement les directives européennes. Par contre, lorsqu'il s'agit de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour accueillir un bateau de quelques centaines de personnes, eu égard à notre histoire, eu égard à tout ce que nous savons d'où viennent ces personnes-là, eh bien, on passe son temps non seulement à se rejeter la faute, et on va même plus loin, c'est que moi, je ne suis pas d'accord, et je le dis, je pense que nous n'avons pas à montrer du doigt uniquement l'Italie, ce serait trop facile, même si dans le même temps, nous savons aujourd'hui ce qu'est la politique italienne, dans ce qu'elle annonce de régressif, déjà vis-à-vis des droits sociaux en règle générale, dans un discours de politique générale où on ne parle pas de l'histoire d'égalité entre les hommes et les femmes, dont le monde entier parle, dans un discours global où on ne parle pas de la place de la recherche, et bien évidemment où tout est focalisé, où la seule chose qu'on vend aux gens, c'est haro sur les immigrés. Mais il n'est pas aujourd'hui dans une crise comme celle-ci. On peut constater ça d'une part et en même temps en disant au président de la République française, la question c'est pas de mettre et de faire passer et de focaliser tout sur la politique italienne. Elle est ce qu'elle est. Et bien évidemment, on a les moyens de pouvoir la contester d'une part. Et puis, mais en même temps, c'est d'abord la responsabilité de chaque pays. Quand on voit l'Allemagne qui a pris sa part justement de cette misère du monde, parce que contrairement à Michel Rocard, moi je ne dis pas on ne peut pas acquérir la misère du monde, je dis comment est-ce qu'on prend sa part de cette misère du monde, parce que nous sommes pour quelque chose dans cette misère du monde. Donc le rôle de la France aurait été précisément de dire, eh ben, nous on essaie de voir, puisque nous n'avons même pas pu remplir les chiffres sur lesquels d'accueil et le nombre de personnes sur lesquelles on s'était mis d'accord, et bien peut-être que ça aurait été là, au contraire, je dirais une belle leçon d'humanité, une belle leçon de vie, et puis aussi une certaine lucidité que de dire, eh bien, nous on va les accueillir. Merci beaucoup, M. Sylla. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, merci bien.